Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez vu, maintenant, on est dans la session 2, le module 2 aujourd'hui. Donc, le module 2, c'est sur la scénarisation. Alors, les diapos sont disponibles à cette adresse-là. Comme vous voyez, c'est toujours bit.ly/STEM4 Sénégal. Et là, c'est module 2 pour le module 2, module 3, module 4, etc. Chaque fois, il y aura jusqu'à module 6, puisqu'on a 6 modules. Le site, il est un peu mis à jour déjà, on est en train de finaliser. bit.ly/STEM4 Sénégal site. Donc, au début de chaque session, s'il vous plaît, mettez votre présence. Donc là, on est à cette présence. La présence, elle ferme après la session. Du moins, elle ferme quelques heures après la session, mais là, comme on a 2 sessions, ça va fermer juste avant la prochaine. Donc, mettez votre présence assez rapidement. Hein. Donc là, on poste le lien plusieurs fois, comme certaines personnes arrivent, et puis aussi certaines personnes, comme il y a beaucoup de messages, on ne voit pas toujours les informations. D'accord? Donc, aujourd'hui, le module 2, c'est la scénarisation. Et on a un professeur qui va venir, Monsieur Diogo Ndiaye. Comme je l'ai dit, il a un problème de connexion actuellement. Donc, on va passer à quelque chose d'autre en attendant. Donc, je vais aller directement au module 3. Et dès qu'il nous rejoindra, on basculera sur son module. Donc, c'est les aléas de la vie. Sinon, on était en présentiel, on pourrait avoir aussi une personne qui arrive en retard à cause de la circulation, etc. Donc, là, on va commencer le reste. Alors, Monsieur Sankaré aussi va nous faire une présentation aujourd'hui. Et d'abord, on va faire un petit résumé, en fait. On va faire d'autres choses. Ta vidéo. Ah, vous êtes là, monsieur. En fait, monsieur Ndiaye est là, je vois. Ok, très bien. Alors, on vous entend pas pour l'instant, mais donc, très bien. Ok, merci Voilà. vraiment. Vous êtes là. J'ai eu des désagréments de dernière minute. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je vous avais dit que j'étais un peu au sud du Brésil, à Curitiba. Oui. Et bizarrement, ce matin, je me réveille. Ma connexion de données, là où j'habitais, il n'y avait pas de Wi-Fi. Alors, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus la partager. Est-ce que ça ne fonctionnait plus? Alors, il fallait que je me déplace pour une casse combien de kilomètres? Oh mon Dieu, oui. Une vingtaine de kilomètres dans un autre village où, heureusement, on a trouvé un collègue qui a pu mettre à disposition sa connexion. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Je vois. Oui, donc vraiment, merci pour avoir trouvé une solution. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc, donc merci encore d'être là. Je vais vous présenter et puis je vais vous donner accès aussi, permettre de présenter aussi vos slides en fait. Merci. Alors, donc on est ravis vraiment d'avoir Monsieur Diogo Ndiaye, qui est un expert en e-learning et en formation à distance.
Il est chef de service de la documentation et de la recherche à l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, ENSEP. Donc, comme il l'a dit aussi, et c'est à l'université Cheikh Anta Diop. Et comme il l'a dit aussi, il nous rejoint du Brésil. Donc, voilà aussi, en ligne, on peut vraiment être présent de n'importe où. Donc là, on est déjà sur 3 continents différents. Vous êtes en Amérique du Sud, moi je suis en Europe et on a bien sûr l'Afrique avec tous les participants. Et peut-être d'ailleurs, il y en a qui sont ailleurs aussi. Donc vraiment, c'est intéressant. Alors, la biographie, pas la bio, mais la biographie de Dr Ndiaye. Alors, Dr Ndiaye est un enseignant-chercheur de l'UCAD. Comme on l'a dit, à l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Il intervient également au département des sciences de l'éducation de l'Université virtuelle du Sénégal. Il a une thèse dans le domaine, les technologies de l'information et de la communication et l'enseignement à distance dans un environnement de massification des effectifs d'étudiants, le cas de l'UCAD. Il est spécialiste des technologies éducatives. Il enseigne la scénarisation pédagogique, ce dont il va parler aujourd'hui, le management de LMS, Learning Management System, et l'évaluation des dispositifs d'enseignement à distance. Également, il est consultant formateur principal à l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, dans la région ouest africaine. Il est intervenu dans différentes universités de l'Afrique de l'Ouest pour des formations des enseignants et des tuteurs pour des cours en ligne. Il est aussi membre du réseau africain de développement de MOOC, REA-MOOC, et il est le concepteur d'un cours sur la scénarisation du MOOC sur la pédagogie universitaire en coopération avec des universités africaines, l'ULB de Belgique, l'AUF et d'autres partenaires. Et le lien de ce MOOC est présenté ici et ça peut intéresser REA-MOOC peut intéresser certains d'entre vous et ce cours qui est bon pour les universitaires, mais peut-être aussi peut intéresser certains d'entre vous. Voilà. Donc, merci Monsieur Dr Ndiaye d'être là et donc on attend votre exposé vraiment avec beaucoup d'impatience. Donc, je vous mets en co-host pour que vous puissiez présenter. Donc, dites-moi si vous avez des problèmes. Merci Christelle. Bon, heureusement que tout est bien, qui finit bien actuellement. Vraiment, je n'ai plus de... Actuellement, je n'ai pas de soucis. Je viens d'arriver dans un réseau. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, pour la présentation, je ne sais pas si je pourrais vous donner un autre élément, enfin, en tout cas, qui remplace celles que vous avez mis en ligne. Sinon, si c'est compliqué, je présente directement avec les éléments que j'avais déjà envoyés. Oui, oui, c'est présenté avec vos éléments. Après, l'autre, c'était juste pour la fin, pour les participants, en fait, pour qu'ils n'aient pas les réponses directement. OK. OK. Pamadar. Kaf. Alors, est-ce que je peux recommencer ou bien j'attends un peu? Non, allez-y. Allez-y, en fait, on est prêt. Bien afficher. Là. Le premier document. C'est là. C'est là. C'est là. C'est ça. Tu es sûr.
Bon, ok. Je le passe en mode diapo, bien, c'est pas la peine. Oui, le mode diapo. Ok. Ok, je ne sais pas, est-ce que vous me suivez? Oui, on voit votre présentation en mode diapo. Donc, c'est parfait. Ok, merci, madame. Et bonjour, bon, tout le monde. Vraiment, je m'excuse un peu des désagréments de dernière minute que j'ai eu à subir. Mais n'empêche, je pense que nous passerons un bon moment et que tout se passera bien. Donc, c'est avec plaisir que je participe à cette formation. Seulement déjà présenté, mon nom c'est M. Diokou Ndiaye. Je suis un expert en e-learning et j'interviens au niveau de l'UCAD et de l'UVS. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette formation. Et pour commencer, d'abord, il faudrait que je vous présente un peu le plan de mon intervention sur la scénarisation pédagogique. En fait, vous savez que dans l'enseignement à distance, qui s'appuie essentiellement sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a un aspect essentiel qu'on appelle la scénarisation, qui est au cœur de tout dispositif ou enseignement à distance. Et là, on va essayer de vous montrer quelques éléments qui nous indiquent en quoi la scénarisation est indispensable et nécessaire pour faire un enseignement adéquat. Donc, cette présentation s'articule. Cette première présentation, parce qu'en réalité, on va voir deux diapositives. La première va s'articuler autour de 4 points portant sur ce qu'on appelle la définition de la scénarisation. Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Ensuite, nous parlons des objectifs. On verra ce qu'on appelle activité d'apprentissage. Et ensuite, on verra ce qu'on appelle ressources pédagogiques en scénarisation. D'abord, qu'est-ce que scénariser? Et là, peut-être vous avez, si vous êtes amateur de cinéma, vous entendez souvent qu'on parle de scénario, de scénaristes, etc. En fait, on entend par scénarisation l'organisation des étapes liées aux activités pédagogiques d'une formation. Ce terme, actuellement, est souvent lié aux TIC, aux technologies de l'information et de la communication. Et comme je l'ai dit, comme dans un film, on va prévoir des séquences scénarios permettant de découper le cours en plusieurs parties et d'y insérer des médias et de l'interactivité. Cela veut dire, dans une formation à distance sur le plan pédagogique, il n'y a pas d'improvisation. Tout est prévu comme dans un scénario de film. Toutes les petites scènes, tout ce qui doit se passer doit être prévu. Ce qui permet en fait de découper le cours de manière claire en plusieurs parties et d'y insérer à chaque étape du cours le média adéquat afin de créer de l'interactivité. L'interactivité, ce n'est rien d'autre que de permettre aux différents acteurs de pouvoir intervenir, d'échanger, de dialoguer et de travailler ensemble dans un cours à distance. C'est dire donc qu'un scénario pédagogique, c'est un document avant tout qui il y a des acteurs, ces acteurs sont les apprenants, et on verra que dans un dispositif de formation à distance, c'est l'apprenant qui est au cœur du dispositif. Ensuite, il y a les formateurs qui conçoivent les cours, il y a les tuteurs qui enseignent dans les cours, et il y a les autres intervenants tels que les commanditaires, les responsables d'établissement ou bien les différents partenaires. Un scénario pédagogique aussi tourne autour d'objectifs et de buts. C'est simplement ce que les apprenants doivent savoir et savoir faire à la fin de la formation et dans quel but.
il faudrait vraiment les définir. Ensuite, dans une formation à distance aussi, dans un cours, il y a ce qu'on appelle les prérequis, c'est-à-dire ce que, en principe, les différents participants, les apprenants devraient savoir ou maîtriser avant de commencer tel ou tel cours. Et enfin, il y a les contenus qui sont les éléments de contenu des connaissances à acquérir. Les éléments de contenu, ce sont les ressources, et on va longuement revenir sur ce concept de contenu pédagogique. En fait, qui va essayer d'aider les apprenants à avoir le maximum de connaissances à maîtriser. Donc, un scénario pédagogique, c'est un document qui décrit des séquences et de progression vraiment envisagées. Ensuite, qui définit le dispositif d'évaluation, la forme choisie et les modalités. Parce qu'on verra quand l'enseignement à distance, quand on commence, il faudrait être clair avec les étudiants, leur dire les conditions et les situations dans lesquelles ils seront évalués. Ensuite, la description détaillée d'une séquence comprenant le contenu. Dans chaque séquence pédagogique, il faudrait nécessairement qu'il y ait des contenus, des activités, que les rôles soient définis et que les interactivités soient permises. L'évaluation aussi, il faudrait qu'on dise aux étudiants quelles sont les conditions dans lesquelles et les modalités d'évaluation. Donc, tous ces aspects seront détaillés dans chaque séquence pédagogique. Et en résumé, on pourra dire simplement qu'un scénario pédagogique permet de mettre en œuvre les activités d'apprentissage destinées aux étudiants. Elle est la structuration des contenus, des ressources, des activités et des épreuves d'évaluation. Donc, c'est un document structuré qui contient l'ensemble de ces éléments. Et il y a le pôle pédagogique de production audiovisuelle qui dit que la scénarisation, en fait, c'est la mise en étude afin de rendre l'apprentissage efficace, agréable, porteur de sens. Un scénario pédagogique est le résultat du processus de conception de ces activités. Il présente par écrit un déroulé pédagogique, répond à des objectifs d'apprentissage et propose des moyens pour atteindre ces objectifs. Donc, notez bien, c'est un dispositif par écrit d'un déroulé pédagogique. Tout est prévu. Je vous dis qu'il n'y a pas d'improvisation. Et que vous enseignez dans une classe, dans plusieurs universités, pour plusieurs cycles, en principe, le contenu sera le même partout à tous les niveaux d'enseignement, en fonction, bien sûr, des spécificités du public concerné. Et à chaque fois, c'est à vous d'ajuster, de mettre en œuvre l'ensemble de votre déroulé pédagogique. Toujours, en fait, ce qui fait la spécificité d'une scénarisation d'un cours en ligne est de proposer un scénario d'activités et des ressources. Exploiter cette fois-ci la richesse du multimédia qui intègre tout un ensemble de documents. Ces documents peuvent être des tableaux, des photos, des schémas, représentations mathématiques, ou bien des images et des logiciels interactifs, tels que les vidéos, les captures pédagogiques, etc. Et dans ce cas de figure, concevoir un cours en ligne, c'est imaginer des activités à proposer à l'apprenant pour l'aider à atteindre un objectif et c'est organiser des activités entre elles pour favoriser l'apprentissage. Autrement dit, c'est quoi? Je vous l'ai dit au départ, ce qui est important, c'est de mettre l'apprenant, l'étudiant, au cœur du dispositif. Toute la peine qu'on se donne, tout ce qu'on conçoit, tous les outils qu'on va utiliser, c'est uniquement pour permettre à l'apprenant de se positionner, de se mettre en valeur et d'être au cœur même de tout ce qui se conçoit dans ce cas précis. Donc, c'est imaginer des activités à proposer à l'apprenant
pour atteindre un objectif. Et c'est organiser l'activité entre elles pour favoriser l'apprentissage. On voit ici qu'il y a le mot objectif qui revient et on verra que ce soit activité, ressources pédagogiques, tout ce que vous voulez, tournera autour d'objectifs. Et on verra en quoi, dans la formation à distance, en particulier, la notion d'objectif est un élément centre, etc. L'étape de conception générale va donc amener l'équipe de conception à définir l'objectif opérationnel, les contenus et un fil conducteur, facteur d'unité de l'ensemble des éléments qu'on va mettre en œuvre pour que le cours soit cohérent et intégré dans un dispositif d'ensemble. Maintenant, si j'en reviens aux notions d'objectifs, en fait, je vous l'ai dit tout de suite. Et certainement aussi, vous avez déjà l'habitude de le faire parce que vous êtes des enseignants. Un cours a avant tout un objectif. Un objectif général et des objectifs spécifiques qu'on appelle parfois objectifs opérationnels. En fait, ce qu'on vise ici, c'est ce que l'élève est capable de faire à la fin de ce cours, lorsqu'il a suivi avec succès. C'est donc ce attendu. En fait, on ne dit rien d'autre. Simplement, ce qu'on vise à la fin du déroulement du cours, à faire maîtriser par l'apprenant. Donc, si on va se donner les moyens de mesurer, d'évaluer le résultat attendu, ce n'est pas tellement le processus qui est important, mais ce que l'étudiant sera apte à faire, à connaître ou à savoir. C'est ça qui sera l'objet de l'évaluation. Et cette évaluation ne pourra se faire que par rapport à l'objectif pédagogique déterminé dès le départ. Maintenant, l'objectif opérationnel se définit comme une performance. C'est ce que l'apprenant est capable de faire ou de réaliser concrètement une fois l'action de formation réalisée. Je dois faire un cours sur n'importe quelle discipline, sur la discipline que j'enseigne. Au moment de mettre mes ressources pédagogiques en ligne, ce que je fais en réalité, c'est définir ce que je vise. Quel est l'objectif, quel est le but. Et je me dis qu'à la fin de mon cours, mon étudiant sera capable de. Est-ce que c'est faire une réalisation? Est-ce que c'est faire une démonstration? Est-ce que c'est maîtriser un concept extra? Et c'est dans ce cadre-là que je définis mon objectif. Et c'est la preuve évaluée qui montre qu'il a atteint la compétence visée. Ainsi, par souci de cohérence, le choix des évaluations, des activités, apprentissage et l'organisation du contenu découlent de l'objectif d'apprentissage. Je définis un objectif. Maintenant, je mets ensemble l'ensemble des éléments qui concourent à atteindre cet objectif pour les étudiants. Et cet ensemble, c'est quoi? Ce sont les activités que je vais proposer aux apprenants de réaliser. Ce sont les contenus définis que je vais mettre en ligne. Et en fait, c'est l'organisation du contenu et l'ensemble des outils aussi de communication qu'on appelle interactivité, qui permet aux étudiants de travailler ensemble s'il le faut, qui va concourir à l'atteinte de l'objectif que j'ai déterminé pour mon enseignement. Donc, on voit ici que ce qui est important, c'est le concept d'objectif. Et peut-être si le temps nous le permet, on verra exactement comment définir un objectif réel. Monsieur Souleymane, je vois que vous levez la main. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, M. Diagne. Ok, merci. Oui, on vous entend très bien. Ok, merci. J'ai vu quelqu'un qui avait soulevé sa main là, M. Diop, pour demander une question. Je ne sais pas, je peux attendre donc à la fin. Donc maintenant,
version Nicolas. Maintenant, ce qu'on appelle, on a vu un peu la définition, ensuite on a vu un peu la notion d'objectif. En fait, on va voir maintenant ce qu'on appelle un apprentissage, une activité d'apprentissage. En fait, un enseignement à distance, je vous le dis, que c'est l'apprenant qui est au cœur du dispositif. Et une activité d'apprentissage en formation à distance, c'est le travail que l'apprenant devra faire pour atteindre l'objectif. Je vous le dis avant tout enseignement, il faudrait qu'il y ait un objectif. Et pour atteindre cet objectif, vous devez mettre à la disposition des apprenants à la fois des ressources pédagogiques, des outils de communication, des moyens de travail pour que l'objectif-là soit atteint. Et pour savoir que l'objectif est atteint ou non, il faudrait nécessairement qu'il y ait des activités. C'est pourquoi proposer un cours d'enseignement à distance sans proposer suffisamment d'activités ne revient à rien, en fait. Il faut faire travailler l'apprenant. Maintenant, il y a différentes manières, différentes façons de faire participer les étudiants à un enseignement. Donc, ce travail que l'enseignant demande aux apprenants peut décliner sous forme d'exercices, de travaux pratiques de tout ordre. Est-ce que vous avez les soumettre à vos étudiants de petits exercices en fonction de vos disciplines? Est-ce que ce sont des activités de compréhension? Est-ce que vous leur demandez de réaliser des schémas, de petits reportages, etc. En tout cas, c'est en fonction de votre réalité de cours que vous proposerez des activités et bien les concevoir. Il faudrait aussi que la situation soit planifiée et propose à l'apprenant pour l'aider à atteindre un objectif d'apprentissage. Parce qu'il ne sert à rien de proposer un ensemble d'activités. Si ces activités ne sont pas programmées et planifiées pour que l'étudiant puisse avoir des repères afin de pouvoir progresser. Généralement, ce qu'on appelle activité d'apprentissage se décompose en général en une ou plusieurs tâches à réaliser. Il renvoie à la fois aux deux notions de tâches pour simplifier. Monsieur Ndiaye, on ne vous entend plus, hein, Monsieur Ndiaye. Alors? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon, OK. Donc, en résumé, je dis que l'activité d'apprentissage se décompose en général en une ou plusieurs tâches. Il renvoie à la fois aux deux notions d'exercice et de tâches. Pour simplifier, une activité d'apprentissage n'est rien d'autre que ce que l'étudiant, ce que l'apprenant devra réaliser pour suivre le cours que vous êtes en train de dérouler. C'est ça l'activité d'apprentissage. OK. Maintenant, si on en vient à la notion que nous avons évoquée, ce qu'on appelle une ressource pédagogique, et là, vous le connaissez déjà parce que vous le faites tout le temps. Vous êtes des enseignants. Cela signifie que souvent vous concevez des cours de contenu que vous mettez à la disposition de vos apprenants, soit en présentiel, soit en tout cas d'une autre manière. Mais certainement, il y a un contenu de cours que vous mettez à la disposition. C'est exactement ce qu'on appelle la notion de recherche. Seulement en formation à distance, cela renvoie à l'ensemble de tous les documents que l'enseignant met à la disposition des apprenants comme support de cours en vue d'atteindre l'objectif visé dans une action de formation. Cela veut dire quoi? Généralement, en enseignement en cours présentiel, vous préparez votre cours, vous venez et vous déroulez, soit vous dictez, soit vous expliquez, les étudiants apprennent extra. Or, ici, dans un contexte d'enseignement à distance, souvent on utilise les LMS, Learning Management System, où ces plateformes qui vont permettre de mettre à la disposition des apprenants l'ensemble des ressources pédagogiques. Ces ressources sont soit le cours que vous devez construire vous-même, ou bien
un ensemble de références documentaires. Est-ce que ce sont des fichiers PDF? Est-ce que ce sont de petites vidéos que vous leur proposez? Est-ce que ce sont des images? Ou bien est-ce que ce sont des passages d'un article tiré d'un site web que vous voulez montrer aux étudiants? Dans tous les cas de figure, l'ensemble des éléments que vous indiquerez devrait être disponible et directement accessible aux apprenants. À la différence donc au présentiel, ou en tout cas lorsque j'étais un peu plus jeune, généralement les professeurs en début d'année, pour enseigner une discipline, nous donnaient une longue liste de bibliographie à lire. Généralement, l'enseignant ne s'occupait même pas est-ce que l'étudiant, l'élève peut accéder à cet ouvrage ou non. L'essentiel, c'est qu'il donne une bibliographie et nous disait de les lire. Et généralement, en général, dans les temps, personne d'entre nous n'avait les moyens ou en tout cas les possibilités d'accéder à tel ou tel document. Parce que non seulement nos collèges n'avaient pas de bibliothèque adéquate, et ensuite, les moyens ne permettaient pas de les acheter. Et dans ce cas de figure, il ne sert à rien d'indiquer aux élèves, aux étudiants, des documents auxquels ils ne pourraient pas accéder. C'est un non-sens. Donc, en pédagogique, dans une formation à distance, il faudrait que l'ensemble des éléments soient disponibles et accessibles aux étudiants. Accessible. Est-ce que c'est un document que j'ai moi-même introduit en ligne directement, ou bien est-ce que ce sont des renvois à des sites, à des pages web, à des portails? En tout cas, il faudrait que chaque fois que j'indique un élément, quelqu'un qui clique, il a accès directement à cet élément. C'est ça l'essentiel. Il faut dire aussi que la question de ressources pédagogiques n'est pas spécifique au TIC, à l'ère numérique, disons. Mais l'apport du numérique, c'est qu'elle rend cette possibilité beaucoup plus grande. Parce qu'en fait, la technologie vous permet de mettre tout type de documents, de tous les formats à la disposition des apprenants et accessible directement en ligne. Que ce soit de petites vidéos, des films au son, de petits reportages, des images, des iconographies, etc. Donc, c'est le concept même de multimédia qui a permis, qui a fait en sorte que l'ensemble de toutes les ressources soit vraiment diversifié et directement accessible en ligne aux différents apprenants. Donc, la notion de ressources pédagogiques est fondamentale, très large et diversifiée. Grâce aux technologies, vous pouvez mettre à disposition de vos apprenants tout un ensemble de documents directement accessibles en ligne et utilisables. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des documents, ressources pédagogiques, disons, c'est toutes sortes de documents disponibles que vous pouvez mettre en ligne. Ces documents peuvent être des logiciels d'édition, de communication, qu'on appelle par exemple les portails de recherche, les moteurs de recherche, les répertoires, les logiciels, bon, les outils de formation ainsi que les données, les informations et les œuvres numérisées, données statistiques, informationnelles, les références générales, œuvres littéraires, artistiques ou autres, utiles à l'enseignant ou à l'apprenant dans le cadre d'une activité d'enseignement ou d'apprentissage. En fait, tout ce qu'on veut dire ici, c'est que les ressources pédagogiques sont diverses et diversifiées. Et le numérique permet d'avoir tout un ensemble d'équipements directement accessibles en ligne. Soit vous faites renvoi à des bibliothèques essentielles, c'est que les documents auxquels vous envoyez les étudiants soient des documents spécifiés, accessibles à l'aide d'un clic. Que ce soit un tableau, un film, une vidéo, n'importe quoi. L'essentiel, c'est que cette ressource pédagogique soit en adéquation exacte avec la séquence de cours que vous êtes en train de dérouler. Et je vous dis que chaque séquence de cours a un objectif. Donc, l'ensemble des éléments que vous allez mettre à la disposition des étudiants
ont strictement un sens par rapport à la séquence d'apprentissage qui permet d'atteindre l'objectif visé. Et c'est ça l'essentiel. C'est pourquoi on parle de séquençage du cours. Ce n'est pas en début d'année où parfois certains professeurs nous donnaient beaucoup de polycap, etc. Ici, le cours est planifié et mis à la disposition des apprenants au fur et à mesure qu'on se rend compte que telle séquence a été maîtrisée avant d'ouvrir telle autre séquence. C'est ça le but, c'est ça l'objectif, pour mieux gérer ces ressources pédagogiques. Maintenant qu'on a vu ces ensembles que sont la définition de la scénarisation, ensuite la notion d'activité, la notion de ressources pédagogiques et la notion d'objectif. Maintenant, interrogeons-nous pourquoi, en fait, on a besoin de scénariser un cours. Une simplification nous permet de voir que c'est un aspect essentiel pour l'ensemble d'une formation. Donc, c'est très utile pour tout enseignant formateur parce qu'elle permet de repenser ses ressources à chaque fois que je généralise mon cours, une séquence de cours. Et en fonction de mon objectif, souvent je vois des inconvénients ou bien il faut que pour que cet objectif soit atteint, il faut que je repense mes ressources, que je les complète. Aussi, il faudrait que je sache la manière de les diffuser au niveau du public. Cela signifie simplement qu'à partir de la séquence de cours que je déroule, je mets les ressources adéquates. Je ne mets pas toutes les ressources une seule fois. Je mets les ressources en fonction. Bonjour, professeur. Oui. Bonjour, professeur Ndiaye. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui. Oui, je crois bien qu'à ce rythme-là, je crois que les explications sont très rapides. Pouvez-vous ralentir un peu le rythme pour nous permettre de suivre un peu? Ok, donc c'était simplement pour résumer les deux premiers, parce qu'on a pratiquement fini. Ouais, donc, je disais que pourquoi on s'analyse, c'est simplement en fonction des éléments qu'on avait vus déjà. On a parlé un peu de la définition, on a parlé un peu de l'objectif, on a parlé des activités et on a parlé des ressources. On a résumer l'ensemble de ces 4 éléments et voir leur utilité. En fait, c'est pourquoi on se pose une petite question sur pourquoi scénariser. Cela veut dire le scénario me permet de repenser mes ressources pédagogiques. Je vous dis que le cours se découpe en séquences et normalement, à chaque séquence, je ne mets que les ressources adéquates. Je peux avoir un cours de plusieurs chapitres. En fait, pour le déroulement de mon cours, généralement, tout le cours n'est pas mis en même temps à ligne. Donc, c'est soit par partie, par séquence, par chapitre, etc. Et à chaque chapitre, maintenant, je mets l'ensemble des éléments de ressources qui est en rapport direct avec l'objectif. Ensuite, la manière de la diffuser auprès du public, ce public est composé par vos apprenants, par vos étudiants, en tout cas par le public auquel votre enseignement est dispensé. Et la manière de les diffuser, c'est uniquement la manière dont les séquences de cours sont choisies et que chaque contenu de cours maintenant est en adéquation directe avec seulement les éléments concernés par cette partie du cours. Ensuite aussi, la scénarisation permet d'utiliser les TIC qui offrent davantage de possibilités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand j'utilise une plateforme d'enseignement à distance, il y a un ensemble de ressources, il y a un ensemble d'outils, il y a un ensemble de possibilités qui me permettent d'intégrer toutes sortes de ressources que je veux pour que dans cette séquence de cours, mon objectif soit atteint. Et encore plus intéressant, ce que permet le scénario, c'est de mutualiser
des ressources entre enseignants. Et c'est important pour vous. Généralement, ici en Afrique, on a tendance à travailler en solo de manière individuelle. Parfois, on peut être dans un même labo, dans un même établissement, dans un même lycée. On enseigne toutes les sciences de la vie, mais en fait, à part le programme qui nous unit, chacun ne sait pas dans les détails ce que fait l'autre. Et maintenant, puisque nous enseignons la même discipline, si on conçoit un cours d'enseignement à certains niveaux, peut-être moi j'ai des ressources que vous n'avez pas, ou bien que vous avez des ressources que moi je n'ai pas. Si on matérialise, si on travaille en commun, si on travaille ensemble, on verra que j'ai certaines ressources qui vous pourraient permettre de mieux illustrer certains exemples que vous pourriez donner à vos étudiants. C'est pourquoi d'ailleurs l'enseignement à distance favorise très, très largement ce qu'on appelle la collaboration. Et l'expérience a montré que les enseignements, les cours à distance les plus réussis, ce sont les cours où les gens vraiment se partagent et collaborent en quelque sorte. Et ça permet d'améliorer et d'enrichir les ressources existantes et enfin d'aller plus loin dans la diffusion du savoir. Vous êtes mon collègue. On a parfois des lectures différentes. Je découvre des choses. On en discute, on en partage et on conçoit ensemble une pédagogie qui pourrait vraiment être utilisée et partagée à travers notre réseau, notre cercle d'intimité pour enseigner, etc. C'est ça pourquoi on s'interroge sur les avantages d'un scénario pédagogique. Et on voit aussi que la scénarisation va permettre à l'enseignant, au formateur, en découpant le cours, de reformuler l'objectif à chaque étape. Cela signifie quoi? Lorsque je conçois un cours et que je le déroule, parfois il arrive que je me rends compte que les étudiants, parfois ils peuvent avoir des difficultés de comprendre. Parfois, ils ne suivent pas trop bien. Et dans ce cas, généralement, si je vérifie, je me rends compte que c'est mon objectif, en fait, qu'il faudrait essayer de reformuler. Parce qu'un objectif pédagogique doit être fait de manière claire, précis, qui ne prête pas d'équivoque. Comme ça, l'étudiant va savoir, voilà, si j'apprends telle partie du cours, voilà ce qu'on vise de moi, voilà ce que je dois être capable de faire, de savoir ou bien de réaliser. Et le scénario aussi va nous permettre d'ajouter ponctuellement de l'interactivité et différents médias. Qu'est-ce que la notion d'interactivité? Vous verrez que c'est une notion essentielle à l'enseignement à distance. Les plateformes modernes permettent aux différents acteurs que sont les enseignants et les apprenants d'échanger, d'intervenir, etc. Comme ça, ce ne sera pas seulement un seul dialogue où quelqu'un parle de son cours, etc., mais à tout moment, les étudiants ont à leur disposition des moyens, soit par les forums, soit par les chats, soit par les vidéos, soit par les conférences, d'intervenir et d'interpeller directement l'enseignant pour que l'enseignant revoie son rythme. Quelqu'un l'a fait tout de suite, M. Omar-Guin, parce qu'il m'a dit que vous alliez trop vite. Est-ce que tu n'allais pas comprendre? Donc, déjà, immédiatement, il faudrait que je redescends un peu à leur niveau pour essayer d'avancer plus ou moins. Et ça, c'est le scénario du cours qui va le permettre. Ainsi, la scénarisation va réellement enrichir le cours traditionnel et le rendre plus actif. Vous savez bien qu'il est beaucoup plus facile de mettre un jour sous format numérique qu'un jour que j'ai déjà polycopié, parce qu'il faudrait reprendre l'ensemble. Ici, quand je mets en ligne un cours, ce que je fais, c'est quoi? Je ne mets qu'enlever, apporter des éléments nouveaux, parfois modifier des statistiques, parfois ajouter des éléments d'illustration nouvelles pour que les étudiants
comprendre le mieux ou visualisent le mieux le cours et mieux suivre. C'est pourquoi on dit qu'il est beaucoup plus facile d'enrichir un cours en ligne qu'un cours en présentiel. Et, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ça la première diapo concernant généralement quelques éléments d'information sur la scénarisation. Maintenant, avant de passer à la présentation suivante, j'aimerais un peu vous donner la parole pour que vous puissiez donner, en tout cas, poser des questions et surtout, en fonction de votre expérience aussi, essayer d'apporter des éléments, en tout cas, de contribution pour enrichir un peu le débat, etc., à partir des expériences des uns et des autres. Donc, je vous écoute, je pense qu'on peut avoir 5 à 10 minutes de dialogue avant de passer à la seconde présentation. Je vous remercie. Ok, je vois M. Alcat, je vois quelqu'un qui se lève la main. Honnête, est-ce que je lis bien? Donc, on va passer aux questions. Donc, oui, Alcatel One Touch Pixie 3. Est-ce que vous reconnaissez? Vous pouvez prendre la parole. Vous activez votre micro. Si vous prenez la parole, vous activez votre micro, sinon on ne vous entend pas. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Allô. Oui, c'est Ndiaye. Bonjour. Oui, c'est Diaga Cham. Ndiaga Cham. Diaga Cham, oui. Je suis professeur de maths et sciences physiques dans la région de Sédhiou. Merci, M. Cham. Ok, donc j'aimerais poser la question à savoir sur comment mettre un cours en ligne. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, donc la scénarisation permet de mieux visualiser le cours, puisqu'on peut trouver facilement les ressources, comme vous l'avez dit. Donc, il permettra à l'apprenant de mieux concevoir le cours. C'est facile, comme vous l'avez dit, avec le cours en ligne, donc d'avoir plusieurs ressources par rapport au cours qu'on fait, par exemple, comme de manière traditionnelle. Voilà. Maintenant, la question à savoir comment, par exemple, mettre le cours en ligne. Okay. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Je pense que je peux répondre avant de donner la parole à un autre étudiant. Ok, je pense que vous avez soulevé là une question essentielle. Comment mettre un cours en ligne? Parce qu'en fait, nous n'avons que 1h30 pour parler un peu de la scénarisation. Mais la scénarisation n'est qu'un élément pour mettre un cours en ligne. En fait, généralement, on dit dans les écoles que un cours en ligne, en fait, comporte 3 parties. Okay. Ce qu'on appelle le système d'entrée, notez bien. Le système de déroulement du cours et traditionnellement le système de sortie. Maintenant, ce qu'on appelle le système d'entrée, pour vraiment, c'est un peu long, mais je vais essayer de résumer. Le système d'entrée, c'est quoi? Pour mettre un cours en ligne, d'abord, il faut que le cours soit identifié. Quel cours? Je vais aller le titre du cours exact et la discipline exacte. Ensuite, quel est l'auteur du cours en tant que tel? Quel est le niveau d'enseignement? Et quelle est la finalité, les objectifs de ce cours? Est-ce que ça s'insère dans un enseignement en général ou bien est-ce que c'est dans une formation professionnelle ou bien est-ce que c'est dans un autre cadre? Donc, c'est ce qu'on appelle le système d'entrée. Il faudrait que l'ensemble de ces éléments soit assez clair pour que quelqu'un qui veut suivre un enseignement puisse savoir
après de la présentation, voir un peu le cours, son titre, son auteur, le niveau d'enseignement et un petit résumé du cours. Parfois, on y insère parfois ce qu'on appelle des tests d'entrée. Tests d'entrée, c'est quoi? Il faut, si je conçois un cours, il faudrait déjà que je dise ce que les étudiants qui voudraient suivre ce cours devraient maîtriser avant d'entamer ce cours. Là, c'est un premier élément. Maintenant, à part le système d'entrée, si on avait maintenant au système de déroulement du cours, ça correspond un peu à ce qu'on a appelé dans l'exposé l'ensemble des ressources pédagogiques, des éléments de communication et surtout des activités d'apprentissage et de l'évaluation. Dans ce cas de figure, pour mettre un cours en ligne, il faudrait que j'organise les ressources, il faudrait que je définisse des objectifs, il faudrait que je définisse des activités aux étudiants pour qu'ils puissent avoir du travail à faire en vue de mieux comprendre le cours. Il faudrait aussi que je mette en place un ensemble d'outils qui permettent aux étudiants de savoir exactement est-ce qu'ils progressent ou est-ce qu'ils ne progressent pas. Et enfin, en dernière analyse, toujours pour la mise en ligne d'un cours, il faudrait que je mette en place un système de sortie. C'est-à-dire, à la fin du cours, j'évalue l'étudiant. En l'évaluant, je dois prendre une décision. Est-ce que l'étudiant a bien réussi le cours? Dans ce cas, en fonction du niveau de l'enseignement, soit il passe en classe supérieure, soit sur une formation de fin de cycle, on lui délivre son diplôme, ou bien, s'il ne réussit pas, est-ce que c'est le système de remédiation qu'il faudrait mettre en classe extra? Ce sont des éléments qu'on appelle les éléments constituant un cours d'enseignement à distance de manière classique. Donc, c'est pour dire que la scénarisation n'intervient que dans le cadre du déroulement, du système de déroulement du cours. Donc, pour mettre un cours en ligne, il faudrait nécessairement que ces 3 étapes que je viens d'énumérer soient vraiment présentes. C'est le système d'entrée où je donne l'ensemble des éléments d'information concernant le cours subjectif, le déroulement du cours, l'ensemble des ressources, l'ensemble des activités, l'ensemble des outils de communication que je devrais mettre à la disposition des apprenants. Et ensuite, enfin, à la sortie du cours, quand l'étudiant termine le cours, il faudrait que je l'évalue en vue de prendre une décision. La décision maintenant sera en fonction du niveau d'enseignement. Est-ce que c'est un élève qui passe en classe supérieure? Est-ce que c'est une formation de fin de cycle où l'étudiant reçoit un diplôme à la fin? Ou est-ce que c'est un étudiant qui ne réussit pas et que je dois proposer des solutions de remédiation? Ou est-ce que c'est un étudiant que je dois réorienter ailleurs, etc., en fonction de son profil? Donc, voilà, monsieur, ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, merci. C'est clair les explications. Monsieur Sankunda. Jahabi. Jahabi, monsieur Sankunda Jahabi. Bonjour, docteur. Allô, bonjour, docteur. Allez-y. Donc, nous vous remercions de votre brillant exposé. Alors, je ne sais pas si vous me recevez. Oui, Il faut demander aux enfants. Je vous entends. Ok. Voilà, s'il y a d'autres qui ont allumé le micro, les enfants, ce n'est pas à mon niveau. Donc, c'était par... Vous fermez les micros, s'il vous plaît. Monsieur Akumbo, allez-y. Monsieur Jarabi, vous ouvrez votre micro pour poser votre question.
Allez-y. Allô? Ça combat, vous voyez faire votre micro bien, qu'est-ce qui se passe? À moins que ouais, ça va, c'est On allumé. vous entend maintenant, oui. Allez-y. Voilà, très bien. Donc, je disais que, par exemple, à l'école normale, on nous apprend qu'une séquence, par exemple, prend 55 minutes au minimum. Ou Comment? au grand maxi. Par exemple, à l'école normale, Oui. on nous apprend, par exemple, une séquence dans laquelle on doit avoir, par exemple, une activité, la notion de la trace écrite et l'évaluation prend au minimum 55 minutes. Mais dans le cas, par exemple, d'un enseignement, d'un cours à distance, est-ce qu'un scénario pédagogique correspond donc à une séquence, comme à l'école, dans le cours en présentiel, ou bien c'est juste une séquence qui va correspondre, donc, comme la séquence qu'on a tendance à apprendre dans l'école normale? À l'école normale, je ne suis pas sûr. De toute façon, ce qui est important ici, en enseignement, ce qu'on appelle une séquence pédagogique, c'est en fonction du découpage de votre cours. Parce que les cours, parfois, sont découpés en parties, en chapitres, etc. Maintenant, vous, en fonction de votre volume de cours, etc., le cours est découpé soit en parties, soit en chapitres, qui pourraient correspondre à une ou deux séquences. Maintenant, en fonction de l'objectif, parce que si nous travaillons autour de ce qu'on appelle objectif pédagogique, il faudrait que cette séquence-là tourne autour de l'objectif pédagogique. Et dans ce cas, comme on l'a dit dans le supposé, il faudrait qu'on planifie notre intervention. Et cette planification, c'est à vous de voir. Les ressources que j'ai mises à la disposition des apprenants et l'objectif que je vise. Dans quel délai, moi, en tant qu'enseignant, je pense que ces étudiants-là pourraient faire ce travail. D'accord. En fait, on vous demande, je l'ai dit un peu à la première question, la notion de constituant de cours. On vous demande au moment du déroulement de votre cours, toujours de dire exactement aux étudiants quel est le temps moyen que prendra votre séquence. D'accord. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé, on te dit il te faut 5 minutes, 10 minutes, 2 jours, 3 jours, non. Ce qui est important ici, dans ce cas de figure, c'est essentiellement la notion d'objectif et l'articulation qui se fera en fonction des objectifs que vous avez proposés. C'est ça l'essentiel. Absolument. Merci beaucoup de la réponse. C'est très clair. Monsieur Mamadou bien. On va juste prendre une question, une dernière question sur cette partie-là, et puis on devra passer à la suite, Dr Ndiaye. Ok, merci Christelle. Ok, donc une autre question. Allô, les dames sont là. Je vois Khoudjangom, je vois Fat Diaw. Bonjour Khoudia, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Moi, j'avais deux questions. Merci d'abord pour la présentation. C'était très clair et vraiment une information. Maintenant, ma première question, moi, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de scénarisation, un exemple précis de scénarisation? Est-ce qu'il serait possible, si le temps le permet, de l'avoir? Et la deuxième question, tu peux? Oui. Vous avez parlé de ressources pédagogiques, la différence entre le cours présentiel et le cours en ligne. Que le cours présentiel, les ressources pédagogiques, on n'a pas besoin d'avoir les références, si je comprends bien. Oui? Je vais y revenir après. D'accord. Et que dans le les ressources pédagogiques, les références sont obligatoires parce que ça permet de revenir en cas de besoin. Si ma compréhension est bonne, bon, juste pour avoir des éclaircissements. Merci beaucoup. Ok, peut-être je commence par la dernière question. Là, il faut aussi, on a été très clair. J'ai souligné qu'en fait, ce qui est important dans les ressources pédagogiques, que vous mettez à la disposition de vos apprenants en enseignement à distance,
Il faudrait que l'ensemble des ressources pédagogiques que vous indiquez soit accessible facilement par vos apprenants. J'ai voulu dire qu'en présentiel, en généralement, quand j'étais plus jeune, généralement en début d'année, il y a les enseignants qui donnaient une longue biographie d'ouvrages ou bien de choses à consulter. Sans généralement se soucier, est-ce que moi, j'ai accès à ces ouvrages, à ces documents ou non. Or, ici, dans l'enseignement à distance, ce qui est important, au moment de concevoir mon cours, je rassemble l'ensemble des éléments que les étudiants devraient utiliser pour travailler à atteindre un objectif. Et ces éléments sont quoi? Je peux concevoir un cours que j'ai écrit de ma main, en fonction des références, je donne un cours de cours. Ou bien, j'envoie mes étudiants à des fichiers spécifiques. Je peux voir une ressource PDF que j'ai trouvé quelque part. Il faudrait que cela soit mis en ligne pour que quelqu'un qui clique puisse ouvrir directement le document. Ou bien est-ce que c'est une ressource numérique, disons une vidéo. Dans ce cas aussi, il faudrait que je crée un lien qui permet à l'apprenant, à chaque fois qu'il clique sur le lien, qu'il accède directement au contenu que je lui ai demandé pour atteindre son objectif d'apprentissage, et ainsi de suite. Que ce soit une carte, un document son, ou en tout cas, quel que soit l'angle du document, il faudrait que le document soit accessible et en ligne. Maintenant, concernant le cours en présentiel, ce n'est pas dit, parce qu'à chaque fois que vous envoyez un document, aux étudiants à un document, même après, vous devez être sûr que les apprenants vont avoir accès à ce document. C'est ça. Maintenant, si j'en reviens à la première question, un exemple précis de scénarisation, ce qui est important, un document pédagogique, d'enseignement pédagogique, vous enseignez une leçon, vous enseignez quelle discipline? Anglais. C'est en fonction de ce que vous visez dans le cours que vous enseignez. Et comment je vous dis que mon enseignement porte sur tel aspect. Je commence par définir un objectif. Voilà ce que je veux que les étudiants maîtrisent à la fin de la formation, à la fin de la séquence de cours. Et dans ce cas de figure, tu définis un objectif. Pour définir cet objectif, après avoir défini cet objectif, il faudrait que voilà que ce que j'ai demandé aux étudiants, il faudrait qu'ils accèdent à tel document, à telle ressource, à tel aspect ou à tel autre aspect. Et l'ensemble de ces documents-là, je indique clairement aux étudiants là où ils le trouvent. Est-ce que ce sont des sites web? Est-ce que ce sont de petits appels informatiques qui doivent prendre? Est-ce que? Et maintenant, en fonction de l'objectif, tel ressource pédagogique que je propose aller. Après cela, maintenant, je conçois une ou des activités que l'apprenant devra faire pour essayer d'atteindre, de maîtriser ce que je vise exactement. Et dans ce cas aussi, j'intègre des outils de communication qui permettent à l'étudiant de m'apprendre, d'échanger ou bien d'interpeller ses autres camarades de cours concernant tel ou tel aspect. Ces outils peuvent être des outils synchrones qu'il peut directement vous interpeller, ou bien des outils asynchrones, soit sous forme de forum, etc. Voilà en quelque sorte ce que comporte une séquence d'un scénario pédagogique en fonction de votre cours. OK. Voilà ce que je pourrais dire sur ces questions-là. Je ne sais pas si c'était clair ou bien si vous êtes satisfait. OK, Christophe. Alors, bonjour. Oui, je pense qu'il faut qu'on passe à la deuxième présentation. Et, OK. Et on reprendra quelques questions à la fin.
puisqu'on a jusqu'à 11h30. Donc, je ne sais pas si c'est possible de faire la présentation jusqu'à 11h30. Après, on prendra quelques questions. Et puis, les personnes qui voudront prendre leur pause, elles prendront leur pause. Les autres pourront toujours participer aux discussions. D'accord. Bonjour, Madame Christelle. Oui, je vous entends. Excusez-moi un peu, une minute, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Voilà. Est-ce que vous pouvez demander à Dr Ndiaye de mettre une vidéo que vous allez mettre à la disposition des participants sur comment mettre un cours en ligne? Je crois que ça serait plus pratique comme ça. D'accord. Déjà, tous les diapos vont être partagés. Hein, ça, c'est, elles sont déjà sur le site, en fait, les diapos, mais on regardera, oui, on demandera en plus quelques ressources. Merci, Monsieur Dieng. Voilà, merci. C'est ça. Wow, OK. Voilà, c'est bon. OK. Encore. Merci. Donc, je pense qu'on pourra passer directement à la deuxième présentation qui concerne maintenant dans quelle logique, en fait, l'ensemble des éléments que nous venons de dire devraient être mis à la disposition des apprenants, surtout dans une plateforme d'enseignement à distance. Parce qu'on a parlé des contenus, on va parler de l'agencement de la progression des activités, des objectifs d'apprentissage, le rythme de progression des activités, les principales étapes de la planification des activités. Donc, c'est autour de ces points que va tourner la seconde présentation. Et de ce point de vue, ce qui est important en type de contenu pour bien mesurer, en tout cas, la progression et participer à l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Généralement, on distingue les types de contenus qu'on associe aux objectifs. Et pour atteindre un objectif fixé, on se pose une question. Que faut-il apprendre? Ici, trois types de contenus en général. Sont les contenus de savoir, les contenus de savoir-être et les contenus de savoir-être. Ces contenus en général sont acquis soit par l'étude, par l'observation ou bien par l'expérience. J'utilise des documents. J'observe des documents ou une situation où j'expérimente. Concernant les contenus ayant trait au savoir, il s'agit des connaissances théoriques qu'un apprenant doit s'approprier sur un sujet donné. Et la question, c'est quoi? Qu'est-ce que l'apprenant doit-il savoir? Qu'est-ce qu'il doit connaître? Ce qu'on appelle le contenu de savoir. Et dans ce cas, au moment de l'évaluation, on verra que souvent, ce n'est pas évident de dire que quelqu'un comprend ou bien quelqu'un sait. C'est des notions parfois très abstraites. Mais on verra que pour contourner ces questions de savoir ou bien de connaître, en fait, on verra comment essayer de savoir qu'un étudiant sait ou bien comment connaître qu'un étudiant connaît. Les deuxièmes aspects sont les savoir-faire. Il s'agit des connaissances qu'un apprenant
va avoir préparé d'accomplir une tâche. Qu'est-ce que l'étudiant sera capable de faire? Dans quel type d'enseignement? Quand je mène mon enseignement à terme, qu'est-ce que je vise? Quel objectif? Quel que l'étudiant doit être capable de faire après ma séquence de formation ou bien après ma formation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les savoir-être. Il s'agit de compétences comportementales qui permettent de réagir de manière adaptée à une situation particulière. Là, c'est nettement différent. La question, c'est quel comportement l'étudiant sera capable d'adapter dans une situation réelle quand je serai appelé à prendre une décision, à réagir d'une telle ou bien d'une telle manière. Donc, mettre en œuvre une compétence, c'est être capable d'utiliser les connaissances que l'on a acquises pour parvenir à un résultat observable. Vous voyez ici, dans le premier ordre de savoir, on vise ce qu'on sait ou comprend. Dans le deuxième, on vise ce qu'on sait faire. Et dans le troisième, on vise un comportement devant une situation. Exactement. Maintenant, concernant l'alignement de la progression des activités, l'enseignant doit clarifier l'objectif pour avoir le meilleur alignement possible entre objectifs visés, le dispositif utilisé et l'évaluation. C'est un triptyque qu'il faudrait bien articuler pour bien enchaîner, en fait, l'ensemble des activités dans cette plateforme. On l'a dit au départ, sur quoi tourne tout, c'est l'objectif d'apprentissage. C'est ça qui va faire de choisir les ressources que je dois mettre en ligne. Et ça qui conditionne le dispositif utilisé. Est-ce que j'interviens directement dans Zoom comme je le fais actuellement? Ou bien est-ce que c'est sur une plateforme comme Moodle où j'ai mis l'ensemble des éléments de scénario de mon cours? Et aussi l'ensemble des éléments participant à l'évaluation. C'est ça. Et ces objectifs fournissent aux étudiants un repère sur ce qu'ils savoir-faire à la fin de l'activité et sur le niveau d'exigence des enseignants. Parce qu'à chaque fois que je détermine un objectif pédagogique, l'étudiant est informé dès le départ. C'est que s'il suit tel enseignement, voilà à la fin ce qu'il doit être capable de comprendre, de faire, de réaliser ou de se comporter comme tel. Et une bonne rédaction d'objectifs devrait permettre de pouvoir les annoncer de façon claire, nette et précise, un objectif pédagogique et sans équivoque. Il faudrait que l'ensemble des acteurs qui participent puissent savoir exactement ce que vise telle séquence d'enseignement. Il n'y a pas d'équivoque possible. De donner aux étudiants des ressources adéquates pour atteindre, il ne sert à rien de déterminer un objectif si je ne mets pas à la disposition des apprenants un ensemble de ressources qui leur permettent, les construire et les exploiter, à pouvoir atteindre un objectif. Ensuite, de concevoir facilement un dispositif d'évaluation à chaque fois que j'ai bien formulé mon objectif. Pour évaluer, j'ai moins de soucis parce que je sais sur quoi je dois évaluer les étudiants. Et l'étudiant aussi, qui connaît bien l'objectif d'apprentissage, pourra essayer de s'auto-évaluer lui-même. À chaque
étape de son enseignement, il pourra dire est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris. Et généralement, dans la réalisation d'un scénario de cours à distance, généralement, on met parfois de petits exercices numériques, parfois automatiques, qui permet à l'apprenant, à chaque étape, de pouvoir mesurer, à réaliser de petits tests pour savoir est-ce qu'il est sur la bonne voie ou non. Généralement, ces tests sont considérés de sorte que si je les réalise, je reçois immédiatement un feedback qui va analyser ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai trouvé? Est-ce que je n'ai pas trouvé? Quelle partie du cours je dois maîtriser davantage pour avancer? Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on devrait faire, qui tournerait autour de l'objectif d'apprentissage, qui sont le plus clairs possible, afin de donner aux étudiants un ensemble de ressources et des activités qui leur permettent de pouvoir atteindre l'objectif d'apprentissage cité. Excusez-moi. Maintenant, on a parlé d'objectifs. Objectif, détermine les méthodes de travail et les méthodes d'évaluation, parce que c'est ça qui est central. Un enseignement sans objectif, je suis désolé, mais n'en est pas un. Il faudrait nécessairement que l'objectif soit clairement défini. Le travail de délimitation des contenus et les choix relatifs aux méthodes de travail forment ensuite le plan de cours. Le regroupement des étapes de construction et de médiatisation du cours avec les différentes séquences qui le composent détermine la production des activités. C'est très simple. J'ai un objectif pédagogique. Je délimite des contenus qui correspondent à chaque objectif de mon cours. Et maintenant, la situation des différentes séquences du cours, séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4, bien, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, etc. Donc, cet enchaînement-là va permettre, en fait, de médiatiser, en fait, de mesurer pour passer de la séquence 1 à la séquence 2. En principe, l'étudiant devrait réaliser un certain nombre d'activités pour être sûr, en fait, qu'il a maîtrisé tel aspect avant de passer à tel autre aspect du cours. C'est ça uniquement qui va conditionner, disons, la progression des activités du cours. Donc, on voit que la notion d'objectif, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental dans la démarche pédagogique d'une formation à distance. Maintenant, puisqu'on parle toujours d'objectifs, pourquoi on formule les objectifs? C'est que pour clarifier les programmes en définissant les caractéristiques et les niveaux de formation, en termes clairs, aussi pour les enseignants, pour les étudiants, et même pour ceux qui accueilleront les étudiants une fois l'accès de formation terminé. Soit l'étudiant a terminé la formation, il s'insère dans la vie active, ou bien l'étudiant a terminé cette formation pour passer en classe supérieure. Dans tous ces cas, il faudrait que le programme soit bien clarifié et que les niveaux de formation soient bien ficelés, bien définis. Quelqu'un qui voit un objectif, c'est exactement ce quoi il va s'attendre à la fin de sa formation. Généralement, au moment de la présentation du cours dans cette information, si l'objectif est clairement défini, déjà, immédiatement, on peut savoir est-ce que j'ai intérêt à suivre cette formation?
Parce que l'objectif visé par la formation, soit je l'ai déjà, ou bien cet objectif-là ne m'intéresse pas. Donc, peut-être c'est une formation qui ne va pas m'intéresser. Ou bien, exactement, voilà ce que je cherchais, parce que voilà moi ce que je veux en fonction de cet objectif. C'est pourquoi il est essentiel, fondamental, dans tout enseignement, au moment de la présentation, de savoir exactement ce qu'on vise. Ensuite, il s'agit de créer des situations d'évaluation à partir d'exigences perçues de façon univoque entre différents évaluateurs et entre évaluateurs évalués. Ça signifie simplement, et contrairement à ce qui se faisait traditionnellement, au moment de l'évaluation, l'enseignant n'a pas intérêt à évaluer ses enseignants sur des parties qui ne font pas partie de son objectif de cours. Ça n'a pas de sens. Je vise une compétence. Donc, c'est cette compétence-là, uniquement et cette compétence que je dois évaluer, mais pas demander aux étudiants de remettre des éléments que j'ai à peine abordés dans le cours, ou bien qui ne concourent pas du tout à l'atteinte de l'objectif. Généralement, il y a des enseignants qui le faisaient bon, pour coller, pour chacun des étudiants, etc. En fait, ça n'a pas de sens. On l'évalue simplement à partir d'un objectif clairement défini sur un aspect précis. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la formulation des objectifs qui offre un moyen de vérifier que les éléments constituant un profil de formation ont tous été acquis. L'objectif, je le définis toujours en fonction des profils que je veux former, des profils que je cherche à faire accueillir à mes apprenants. C'est ça l'essentiel. On ne doit jamais le perdre de vue. Je l'ai dit au départ, dans un dispositif FAD, c'est l'apprenant qui est au cœur de tout ce qui est mis en œuvre. C'est uniquement pour lui permettre d'avoir l'ensemble des éléments en termes d'activité, en termes d'outils, en termes de ressources pédagogiques, en termes d'interactivité, pour mieux maîtriser sa formation, pour avoir un fil conducteur cohérent qui va lui permettre d'atteindre un objectif visé. Tout le reste, pratiquement, c'est à côté. C'est pourquoi dans le dispositif de formation à distance que nous mettons en place, toujours, il faut avoir en tête que tout ce qu'on fait, c'est l'apprenant qui est au cœur du dispositif en tant que tel. Et la conséquence de tout ceci, quand j'ai bien formulé mon objectif, c'est quoi? D'abord, pour l'enseignant que vous êtes, c'est une mise en évidence des aspects significatifs des contenus. Parce que les contenus que je vais proposer vont tourner autour de l'objectif. La mise en œuvre des situations d'apprentissage, des situations d'évaluation adaptées à chaque élève. Il faudrait nécessairement que l'ensemble des ressources et des situations d'évaluation soient orientées uniquement pour que l'étudiant, l'élève, l'apprenant puisse maîtriser ce que je vise. C'est ça la conséquence pour le professeur. Maintenant, pour l'élève, pour l'étudiant ou bien pour l'apprenant, ça va lui permettre, si l'objectif est bien défini, d'évaluer son propre enseignement. Il sait ce qui est exigé de lui. Il apprend plus facilement. Il dispose d'un contrat précis. Parce qu'il sait qu'à la fin, voilà ce que
mon enseignant, voilà ce que mon professeur va évoluer. En quelque sorte, il est plus ou moins responsable de sa propre formation. Il pourra exploiter l'ensemble des ressources pour être capable d'atteindre ce qu'on attend de lui. Maintenant, pour les parents aussi, une fois, en fait, que tout ceci soit clairement défini, sont mieux informés des programmes de son enfant et aussi pourront certainement plus facilement les aider en fonction de leur niveau intellectuel. Maintenant, pour l'équipe pédagogique, et c'est ça où les enseignants vont gagner beaucoup de choses. On construit un enseignement cohérent en facilitant l'interdisciplinarité, ce qui malheureusement souvent nous manque en Afrique. Je l'ai dit au départ, parfois dans nos lycées, dans nos universités, dans nos laboratoires, on concourt un objectif, mais parfois chacun ignore ce que fait l'autre, ou bien on échange que vaguement. Si par contre les enseignants d'une même discipline, des disciplines connexes, se mettaient ensemble, concevaient par exemple des activités ensemble, ou bien concevaient des évaluations ensemble, on se rendrait compte que ça fonctionnerait beaucoup mieux, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Et maintenant, tout ceci aussi a des répercussions fondamentales au niveau des administrateurs. L'administration pourra évaluer l'efficacité d'un enseignement et d'une formation, parce que tout ce que vise son enseignement à tous les niveaux est vraiment très clair. Chacun qui vient sait exactement tel enseignement, telle chose, tel enseignement, telle chose. Et cela permet aussi à l'administration, de manière en tout cas très pratique, de soutenir un budget par la description de ce à quoi il sert réellement. C'est-à-dire ça donne davantage des arguments au chef d'établissement, en tout cas aux responsables administratifs et financiers, de pouvoir défendre. Voilà moi ce que je peux ouvrir. Vraiment telle filière, parce que voilà l'objectif, voilà les compétences, voilà, etc. C'est ça en fait. On dit que la notion d'objectif est une notion fondamentale dans le cadre de la mise en œuvre d'une formation en ligne et à tous les niveaux, aussi bien que ce soit pour l'étudiant qui sait sur quoi il s'engage, pour l'enseignant qui sait ce qu'il aura à évaluer, pour l'équipe pédagogique qui aura l'occasion en tout cas de collaborer, de travailler ensemble, et surtout pour l'administration. Ça va le permettre aussi d'avoir en tout cas des arguments, peut-être pour mieux défendre au niveau du conseil régional, départemental, en tout cas, ou bien de l'Assemblée, défendre une demande budgétaire extra, quoi. Donc, c'est ça l'avantage. Maintenant, pour la progression, j'ai deux activités, j'y passe rapidement, c'est un simple résumé. L'activité dépend à la fois des compétences de l'apprenant qu'il exécute et de la tâche qui est prescrite. Parce qu'une fois qu'on a défini l'objectif, qu'on a séquencé, qu'on a mis les ressources, qu'on a clairement dit ce qu'on vise réellement, la progression de l'activité permet de mesurer l'adéquation du niveau de complexité par rapport aux aptitudes de l'apprenant et d'influer sur le séquençage. Parce qu'en fait, aussi, il ne sert à rien de donner des choses que les étudiants ne maîtrisent pas. Il faudrait les découper autant que possible pour les mettre au niveau de l'aptitude des étudiants. Et quel délai je dois leur attribuer pour qu'ils maîtrisent ce que je fais. Et il faudrait aussi, à un moment donné, que je donne des consignes claires d'organisation. J'ai déterminé un objectif. J'ai mis en place des ressources pédagogiques. J'ai mis des activités que l'étudiant doit
réalisées. Il faudrait maintenant que sur les consignes que je donne, je leur dise à la fin de cette séquence, voilà exactement ce que j'attends de vous. Est-ce que c'est un travail écrit? Est-ce que c'est un exposé? Est-ce que c'est un travail individuel en bilan extra? Il faudrait que la consigne soit claire. Donc, le rythme de progression des acteurs relève de la stratégie ou du modèle pédagogique, parce qu'il y a différents modèles pédagogiques, généralement. Maintenant, en fonction du modèle pédagogique choisi, là, on va déterminer est-ce que ce sont des modes de sollicitation, le temps de recherche, de découverte, d'entraînement, de création, de réinvestissement. Qu'est-ce que je vais demander à mes étudiants de rechercher, de découvrir, de tester? Les types d'activités. Est-ce que ça s'agit de découvrir, d'explorer, de conceptualiser, de mémoriser, catégoriser? Les travails, les méthodes de travail, est-ce que c'est un travail individuel? Est-ce que c'est en groupe? Est-ce que c'est en binôme? Là, ce sont les consignes qui le déterminent. Généralement, ce que se fait, on peut commencer par donner un travail individuel. Ensuite, demander aux étudiants de se confronter, de discuter, de former des groupes de travail pour essayer de négocier et de donner un document final. Et il faut souligner ici que la complexité dépend de facteurs liés à l'apprenant, tels que l'aptitude, la confiance, la motivation. Et on verra ici que dans ce moment, le concept de motivation est un élément essentiel. Généralement, maintenant peut-être moins, mais dans les premières formes d'enseignement à distance, il y avait un taux d'abandon tellement élevé, parce qu'il y avait surtout des problèmes de confiance, des problèmes de motivation, et surtout des problèmes d'interactivité. Mais maintenant, avec les plateformes modernes, ces questions sont plus ou moins résolues. Maintenant, il s'agira maintenant de voir dans quelle manière les étudiants sont motivés ou non. Donc, cette complexité et cette difficulté conditionnent réellement le rythme de progression de la réalité de l'activité. Donc, vous voyez que la progression des activités d'apprentissage dépend de l'aptitude de l'apprenant, dépend aussi de la manière dont je diffuse mes contenus en essayant de les adapter au maximum au niveau de mes élèves. J'ai expliqué tout à l'heure lors d'une question qu'en fait, un cours à distance, en fait, parfois le système d'entrée comportait ce qu'on appelle des tests d'entrée pour voir exactement quels sont les prérequis que l'étudiant devrait maîtriser avant de suivre mon enseignement. La progression des activités d'apprentissage qui doit tenir compte d'un ensemble d'éléments, et tous ces éléments reposent sur la notion d'objectif pédagogique. Et les principales étapes pour l'apprentissage des activités maintenant, bon, là c'est très simple. Il faut à chaque séquence avoir une formulation d'activité spécifique, faire un choix adéquat pour le processus pédagogique des différents supports, un bon type de choix d'enseignement qui sera utilisé en fonction des contenus objectifs. Est-ce que c'est un cours frontal, un séminaire, des travaux pratiques, etc. Essayez aussi de définir les méthodes d'évaluation d'apprentissage, type d'évaluation, modalité, instrument, système de notation. Il ne faut jamais attendre la fin d'un cours pour informer les étudiants sur la manière de les évaluer. L'évaluation devrait être faite depuis le début de la présentation du cours, au moment du système d'entrée. Peut-être cette présentation ne porte pas exactement sur les constituants d'un cours à distance, on n'est pas tout revenu sur la question des tests d'entrée et de l'évaluation. Mais sachez qu'il faut que l'étudiant
devrait être informé dès le départ sur les conditions et les modalités de son évaluation. Et la phase d'implémentation correspond à la rédaction du plan de cours et au déroulement après parler du cours. Quand j'ai fait mon scénario, quand j'ai mes ressources, quand j'ai mes activités, quand j'ai mes outils, tout ça là, c'est ça maintenant qui va constituer le déroulement propre du cours. En tant que tel, c'est de délivrer un enseignement assez adéquat. Et c'est par là que se termine cette présentation. Et je vous remercie. Donc, Christelle, je pense qu'on peut maintenant permettre aux étudiants de participer, de donner leur point de vue, de contribuer et de poser des questions. Oui, merci beaucoup, Dr Ndiaye. Donc, comme on va prendre 10 minutes de questions, on n'aura que 10 minutes de pause après. Mais je pense que c'est important, il y a beaucoup de questions. Donc, ceux qui veulent poser des questions, merci de les poser. Donc, on va lever votre main, ceux qui veulent poser des questions actuellement. Alors, pour l'instant, je ne vois personne qui a levé sa main. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Ok. Monsieur Souleymane Diop, donc vous pouvez poser votre question. Et après, Madame Fatou Diaw. La question, c'est à propos de la première partie. Est-ce que je peux poser la question? Bien sûr, oui. Allez-y. C'est comment motiver les apprenants à suivre les cours en ligne. On sait que si c'est des élèves au lycée, si on crée un groupe, les élèves sont un peu distraits. Comment les motiver à suivre les cours en ligne correctement, sans se préoccuper d'autres choses? Ok. Je peux y aller? Oui, vous pouvez. Ok, merci M. Diop. Là, vous posez un problème fondamental de l'enseignement à distance et même de tout l'enseignement. C'est-à-dire que la motivation des apprenants. Et là, je pense même qu'il y a une communication spécialement dédiée à comment essayer de motiver les apprenants pour qu'ils suivent un enseignement à distance de manière cohérente, sans être vraiment, disons, distraits par autre chose. Mais ce qui est important, et je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la présentation, si vous regardez bien les premiers cours d'enseignement à distance, il y avait tellement, pratiquement, vous avez plus de 50%, 60% des enseignants ne terminaient pas, des apprenants ne terminaient pas leur enseignement par faute de motivation ou de tous autres. Mais ce qui est important dans les problèmes de motivation de l'enseignement à distance, c'est au niveau du modèle d'enseignement mis en place. C'est pourquoi, d'ailleurs, de plus en plus, on favorise, en tout cas dans le dispositif qui utilise le constructivisme logique, c'est essayer de faire accompagner les étudiants par des tuteurs. Le tuteur qui est là, qui tout le moment peut rappeler à l'autre, peut répondre aux différentes sollicitations des apprenants, pour les servir de guide, surtout de soutien à la fois social et motivationnel. Surtout sur le plan social, technique, parfois les apprenants ont d'autres soucis. Il faudrait quelqu'un qui est là, qui constitue le relais entre eux, les contenus et l'administration. Ensuite aussi, d'un point de vue la motivation aussi, il faudrait, c'est ça, le contenu du cours, son organisation, son enseignement aussi, pour être une source de motivation. Parce que plus un contenu est structuré, plus les objectifs sont clairs, plus les activités sont clairement définies, plus le travail demandé aux étudiants est clair et concis,
plus qu'il y a des activités d'auto-formation, là, je pense que ce sont des éléments non exhaustifs, en tout cas, mais qui pourraient participer, en tout cas, à la motivation des apprenants, parce que la motivation, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, c'est un problème réel qui se pose parfois au niveau de certains apprenants. Mais ce que je pourrais dire, en tout cas en enseignement à distance, depuis que, avec les plateformes modernes où il y a tellement d'interactivité, là aussi, l'étudiant n'est plus laissé comme ça à la. Toujours, il y a quelqu'un qui est derrière, il y a un tuteur parfois qui constate que l'étudiant ne se connecte pas, ne participe pas à la révision, le relance, ou lui demande est-ce qu'il y a des soucis de connexion, etc. Donc, c'est l'accompagnement en tant que tel qui permet en grande partie de s'assurer de la motivation des apprenants. Disons, c'est toute théorie qui est derrière ces questions de motivation-là. Et je pense que demain ou après-demain, vous aurez une communication sur les questions de la motivation des apprenants. Merci. D'accord, monsieur Ndiaye. Je vais poser la question parce que j'ai vécu l'expérience. Parce qu'on a un collectif, le CONAPROF, collectif des encadreurs professionnels. Il y a des cours en ligne et des cours présentiels. Mais dans les cours en ligne, beaucoup d'élèves sont un peu distraits, ils ne suivent pas correctement. Par contre, si c'est en classe, ils parviennent à les motiver pour qu'ils suivent. Mais si c'est en ligne, les élèves sont un peu distraits. Des fois, ils sortent, ils laissent le micro, ainsi de suite. Ils ne sont pas concentrés. Raison pour laquelle j'ai posé la question pour demander comment les motiver pour qu'ils puissent suivre correctement. D'accord, merci. OK. Madame Fatou Diaw. Oui, bonjour, Madame Christelle Babacar, docteur, je vous salue. J'avoue que j'ai jamais conçu un cours en ligne, mais avec l'intervention d'hier de Madame Christelle et l'apport de docteur aujourd'hui, j'ai super envie d'essayer de concevoir un cours en ligne. Voilà, mon souci, c'est le souci de l'intervenant de tout à l'heure, le fait d'avoir l'attraction des élèves, voilà, de captiver, de préparer un cours en ligne qui captive les élèves. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre première intervention, la première partie, d'un dispositif médiatique. Voilà, je voulais savoir quels sont ces médias-là, ces médias qu'on peut utiliser dans un cours en ligne et qui attirent les élèves. Quels sont ces médias? Voilà. L'autre souci, c'est, voilà, on a bien suivi dans les deux parties. Vraiment, c'est intéressant. On sait à quoi on peut articuler, vraiment l'articulation d'un cours en ligne. Mais pour comprendre le tout, si on peut avoir un exemple, ce serait mieux. Merci, c'était ça. OK. Merci. Bonjour. Merci, Madame. Bonjour. Merci, Madame Diaw. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK, merci, Madame Diaw. Donc, concernant votre première question, bon, c'est ce qu'on appelle les médias présents dans un dispositif de formation en ligne. Bon, ce sont généralement des outils intégrés dans la plateforme qui sont accessibles aux différents partenaires, aux différents acteurs, pour leur permettre de rester en contact direct, de pouvoir communiquer de différentes manières quand c'est nécessaire et sans quitter la plateforme. Ces outils, ce sont des outils synchrones qui peuvent être faits sous forme de chat. Je peux écrire un message comme dans Moodle, vous me répondez, ou bien sous format d'appelé intégré, ou je peux utiliser un micro comme on le fait actuellement avec Zoom. Et là, vous m'interrogez, bon, je parle, je vous réponds, etc. Ce sont des outils vraiment des médias asynchrones. Ou bien, que ce soit des outils asynchrones, excusez-moi, dans le premier partie, c'était des outils synchrones, ou bien des outils asynchrones où
Parfois, ce sont parfois des forums, des wikis ou bien d'autres sites intégrés qui permettent aux étudiants d'intervenir de manière indirecte. Vous posez une question, peut-être vous le posez le matin dans l'après-midi. Moi, je pense qu'il faut voir les questions, comme aussi les autres apprenants peuvent répondre même à la place du professeur. Ce n'est pas seulement le professeur qui répond, mais généralement, ce qu'on vise généralement, c'est que les autres apprenants aussi puissent intervenir, apporter un peu leur contribution aux différentes questions soulevées par leurs camarades. Donc, ce sont les médias qui sont internes à la plateforme, qui sont asynchrones et synchrones, et qui permettent aux différents acteurs d'échanger, de faire tout ce qui est possible pour que, en tout cas, ce sont des outils de communication qui permettent à ces médias aussi peuvent être des pages où le professeur ou bien l'enseignant ou bien l'apprenant peuvent mettre des documents, etc. En tout cas, c'est un ensemble de médias qui permet de communiquer entre les différents acteurs. OK. On va prendre une dernière question. Donc, qui est-ce qui n'a jamais posé de question? Samba Faye, Mamadou Lamine, Dr Maurice Faye ou Cher Diop? Qui est-ce qui n'a pas posé de question encore? Bon, je voudrais prendre la parole. Bonjour. La première. OK, Mamadou Lamine. Oui, bonjour madame. Bonjour, moi aussi je vais jamais poser des questions. Allô? On va en prendre juste, pour des questions de temps, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions. Okay. Alors, Mamadou Lamine, allez-y. Mamadou Lamine, allez-y. Bonjour madame, Oui. Bonjour docteur. Alors, bonjour. Je dis que je n'ai pas encore posé de questions. Bonjour. Oui, mais on ne pourra pas prendre toutes les questions, désolé. C'est Mamadou Lamine Dien. Ah, OK. On a donné la parole. Mamadou Lamine Ndong. Mamadou Lamine Ndong. Oui. Oui, bonjour. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Dien. Merci pour l'exposé. Bon, ma question, c'est pour la première partie, si vous permettez. Lorsque vous définissez les objectifs, je voulais savoir, est-ce qu'on peut définir plusieurs objectifs dans une séquence? On peut. Et la deuxième que je vais poser, est-ce qu'on peut définir plusieurs objectifs dans une séquence? OK, c'est clair, oui. Okay. La deuxième, pour un cours en ligne, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi impliquer les parents, puisque les précédents ont déjà dit ça? Les élèves sont un peu distraits. Est-ce qu'il ne faut pas intégrer les parents d'élèves pour attirer l'attention des élèves aussi, pour pouvoir faire correctement un cours en ligne? Voilà, c'était les deux questions que je voulais poser. OK. Donc, je pense que pour la deuxième question, c'est classique et parfois ça se pose. Est-ce qu'on pourrait définir plusieurs objectifs dans une même séquence? En général, il n'est pas recommandé de le faire. Normalement, une séquence, et à une séquence correspond un seul objectif. Et généralement, on voit parfois deux objectifs dans une séquence. Soit parfois il suffit la même chose, soit il n'y a pas de gamme, mais ce qui est, en tout cas, ce qui est recommandé, c'est que pour une séquence de cours, qu'il y ait un seul objectif visé de manière claire. Dans ce cas, il n'y aura pas d'équivoque et au moment de l'évaluation, l'enseignant n'aura pas vraiment de soucis pour faire correctement son travail d'évaluation sur cette séquence. Donc, voilà, généralement, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, parce que si on définit deux séquences, parfois, ça peut créer un peu au niveau des ressources. Et on vous a dit, en fait, il faut procéder. Il faudrait qu'à chaque objectif corresponde à un ensemble de ressources spécifiques. Qu'on ne voudrait pas qu'on fait comme on faisait. On balance tout en même temps à l'apprenant et en fin d'année, on l'évalue comme ça. Donc,
il faut l'évaluer au fur et à mesure en fonction des séquences que j'ai posées. Maintenant, concernant la motivation des apprenants et la participation des parents d'élèves, vous savez, hein, là, c'est encore des théories en construction, parce que, en fait, la question de la motivation, de la concentration des apprenants, que ce soit en présentiel ou à distance, se pose toujours. Maintenant, la question, est-ce que, comme je l'ai dit à une réponse précédente, en prenant des tuteurs pour accompagner les apprenants ou que l'enseignant soit pratiquement présent, en tout cas au bon moment, tout cela va participer à rappeler aux apprenants d'être plus ou moins conscients et de se concentrer sur l'essentiel. Maintenant, quant à faire participer les parents pour davantage la motivation des apprenants, là, à mon avis, c'est un peu discutable, hein? Parce que généralement, si on prend notre contexte, en tout cas le contexte du Sénégal, où généralement les parents peuvent être vraiment analphabètes, ou bien même s'ils ne sont pas analphabètes dans les fêtes, généralement, ce sont les mamans dans les maisons qui sont, en tout cas, qui sont le plus à accompagner leurs enfants dans ces informations à distance, avec la question maintenant de la gestion du temps. Est-ce que réellement les impliquer pour que les parents entrent dans la plateforme et essayer de tester leurs apprenants? Là, c'est des théories vraiment ouvertes. En tout cas, la tendance actuellement de la recherche, en tout cas, d'un point de vue socio-constructiviste, en fait, c'est quoi? C'est essayer d'articuler des contenus au niveau des apprenants, de les faire travailler en équipe, de les faire assister à un tuteur et d'avoir aussi un rythme de travail assez soutenu, surtout s'ils sont de jeunes enfants, pour qu'en fonction d'une séquence de pédagogie, que l'ensemble des activités soient vraiment encadrées pour mieux les canaliser et d'essayer d'attirer leur attention en tant que tel. C'est vrai que c'est encore stabilisé, mais en tout cas, c'est un des chemins qui permet un peu de motiver les apprenants. OK, merci. OK, Christelle. Oui, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions et on veut aussi vous libérer, Monsieur Dr Ndiaye. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de questions et excusez-moi, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup d'intérêt pour le sujet, quoi. Donc vraiment, bonjour. On ne peut plus poser de questions, désolé, on doit libérer Dr Ndiaye. Hein? Donc, Dr Ndiaye, on veut vous remercier pour votre intervention. Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs au Brésil. Il est quelle heure au Brésil? Au Brésil, actuellement, il est 8h50. Il est 9h. 9h du soir ou du matin? Non, 9h du matin. Ah, d'accord, ok. Donc, on va vous libérer. Vous allez commencer votre journée là-bas. Okay. Et il y a beaucoup de questions dans le chat. On va vous demander si vous avez aussi des ressources, d'autres ressources que vous voudriez bien partager avec les enseignants qui sont là et on leur fera parvenir. On leur mettra on leur enverra par email si c'est possible. Et on va répondre aussi aux questions dans le chat. Hein, mais on est obligé pour des questions de logistique et puis d'arrêter. Mais merci beaucoup. OK, merci madame. De toute façon, j'ai d'autres ressources que j'aimerais bien partager avec eux. Peut-être je les partagerai ce soir parce que maintenant je quitte ici au nord de Curitiba.
C'est un État, c'est l'État de Panama, si vous connaissez un peu le Brésil. Et immédiatement après la conférence là, je dois me rendre à Rio de Janeiro, qui est quelque chose de distant à peu près de 1000 km. Vous voyez ce que ça fait? Donc, je passerai la journée à voyager et ce soir ou bien demain, je pourrai mettre à votre disposition des ressources supplémentaires. D'accord. Donc, ça sera avec plaisir de voir ça. Et puis, en vous remerciant encore de votre disponibilité et flexibilité et d'avoir résolu le problème aussi de connexion. Moi aussi, d'après mon premier extrait, je suis né en 98. Mais en 2010 matin, donc, je suis désolée, on ne peut pas, on ne vous entendait pas bien d'ailleurs. Mais pour le cours, maintenant, on va prendre 10 minutes de pause et on va revenir au module 3 du cours. Ok, merci Christelle. Donc, à tout à l'heure, à tout le monde. Merci. Voilà. Tout est bien qui finit bien. On a eu peur, mais finalement, ça s'est bien passé. Oui.